Bonjour, je m'appelle Evandé, et si vous m'aviez dit que ma propre famille transformerait le mariage de mon frère en le jour où il m'effacerait enfin, je vous aurais peut-être cru, mais pas à quel point ils iraient loin. Ils ont dit aux gens que j'aimais l'attention, que le fauteuil était pratique pour moi, jusqu'à ce que mon beau-père me pousse hors de celui-ci devant tout le monde et rit. Ma mère a dit que j'aurais dû rester à la maison. Les invités ont gloussé comme si de rien n'était. Mais le pire n'était pas la chute. C'était de réaliser qu'il l'avait planifié. Et alors que j'étais allongé là, par terre, essayant de respirer à travers la douleur, aucun d'entre eux n'a remarqué le seul homme qui connaissait la vérité. Mon médecin, debout juste derrière eux, écoutant chaque mensonge qu'il disait. Ce qu'il a dit ensuite, ces 5 mots silencieux, a tout terminé. Mais avant que je vous dise ce qui s'est passé après ça, laissez-moi vous montrer comment une famille comme la mienne brise une personne bien avant la chute. Quelque chose dans l'air m'a dit que j'aurais dû faire demi-tour à ce moment-là. J'aurais dû écouter cet instinct. Mais au lieu de ça, je me suis enfoncé plus profondément dans la foule. Le parking à l'extérieur du lieu se remplissait déjà lorsque j'ai sorti mon fauteuil du van. La chaleur de Houston me pressait le cou, du genre à vous faire transpirer avant même d'atteindre la porte. J'ai fait une pause d'1 seconde, j'ai ajusté mes roues, puis je suis entré. Le hall était lumineux et animé, plein de fleurs, de bavardages et de gens qui se dépêchaient pour que tout soit parfait. Un membre du personnel m'a accueilli avec un sourire chaleureux, me demandant si j'avais besoin d'aide. Je l'ai remercié et j'ai continué d'avancer. C'était toujours plus facile de faire les choses moi-même. Ce petit moment de gentillesse m'a presque fait oublier le nœud dans mon estomac, mais il s'est resserré dès que j'ai vu ma mère. Mara m'a repéré de l'autre côté de la pièce. Son expression ne s'est pas adoucie. Elle s'est crispée. Elle s'est dirigée vers moi avec ce sourire poli qu'elle portait en public, celui qui n'atteignait jamais ses yeux. « Tu as l'air épuisé, Evandé. Peut-être que tu aurais dû rester à la maison », a-t-elle murmuré en redressant sa robe. Et voilà, le premier coup de la journée. Un rappel que ma présence était plus un fardeau qu'un réconfort. Je lui ai répondu d'un « je vais bien », silencieux. Même si je savais qu'elle ne demandait pas par sollicitude, c'était un avertissement déguisé en inquiétude. Reste petit. Ne cause pas de problème. Ne te mets pas en travers du chemin. Délivré avec le même ton doux qu'elle utilisait pour dire aux gens que le temps était beau. J'ai ajusté ma pochette de costume bleu marine, m'assurant qu'elle soit bien placée contre ma veste. C'était le seul détail que je voulais réussir aujourd'hui. Avant que je puisse l'ajuster, Mara s'est penchée et l'a retiré sans un mot. Elle l'a repoussé dans ma paume. C'est trop. Tu n'as pas besoin de quelque chose qui attire l'attention. Les mots ont coupé plus profondément qu'elle ne l'a probablement réalisé. Ou peut-être qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. J'ai plié la pochette et je l'ai posée sur mes genoux, faisant semblant que ça n'avait pas d'importance. J'ai avancé alors que le couloir s'ouvrait sur la zone de pré-cérémonie où les photos de famille étaient organisées. Tout le monde avait l'air soigné, excité, plein de détermination. J'ai parcouru le presse-papier que le coordinateur tenait, cherchant mon nom. Il n'y était pas. Ni sous, famille immédiate, ni nulle part ailleurs. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste ravalé la petite brûlure dans ma poitrine et je me suis un peu reculé, laissant de l'espace aux gens qui s'attendaient clairement à ce que je joue à nouveau le rôle de l'arrière-plan. 2 clans se tenaient près du photographe, riant avec notre beau-père, Corbin Slat. Les 2 avaient l'air de partager une blague privée. Corbin m'a remarqué et m'a jeté un bref regard, plus une évaluation rapide qu'une salutation. Ses yeux sont passés à autre chose aussi vite. J'étais habitué à ce regard, mais il a quand même atterri comme une pierre. Pendant que tout le monde s'arrangeait, l'organisatrice de mariage a pris Mara à part. Sa voix portait assez pour que je l'entende. Evandé est-il censé faire partie du cortège? Mara a hésité un instant seulement avant de répondre, non, il assiste juste. Juste assister? Comme si je n'étais pas le frère de 2 clans, comme si je n'étais pas de la famille du tout. J'ai fait semblant de vérifier mon téléphone, faisant semblant de ne pas avoir entendu. Ce sentiment de malaise s'est installé plus profondément, épais et familier. Je me suis dirigé vers un coin plus calme près d'un couloir latéral. Les gens passaient, me contournant comme si je faisais partie des meubles. Je me suis dit de rester calme, de rester stable. 2 clans voulaient que je sois là. C'était suffisant. Ou c'est ce que je n'arrêtais pas de me répéter, en espérant que ça finirait par sembler vrai. Les minutes ont passé.
Le bruit des invités qui arrivaient s'est intensifié. Je sentais quelque chose changer autour de moi, comme si l'air lui-même m'avertissait que la journée n'avait pas fini de me blesser. Pourtant, je suis resté. Je n'étais pas prêt à quitter le mariage de mon frère, même si personne d'autre ne semblait se soucier que je sois venu. Mais en regardant la distance grandir entre moi et les autres, j'ai senti ce vieux nœud se resserrer à nouveau. Celui qui me rappelait toujours que ma place dans cette famille avait été négociée pendant des années sans mon consentement. Quelque chose dans l'atmosphère m'a dit que plus était à venir, quelque chose de pire. Et pourtant, je suis resté là où j'étais, tenant cette pochette de costume bleu marine froissée dans ma main, espérant que la journée se redresserait. Quelque chose dans l'air m'a dit que j'aurais dû faire demi-tour à ce moment-là, mais j'ai quand même avancé plus loin dans le hall. La musique était passée à un morceau instrumental doux, et les invités se dirigeaient vers la zone de photographie. J'ai suivi le mouvement, gardant mon rythme stable pour ne pas accidentellement heurter les talons de quelqu'un. Le bruit a augmenté à mesure que je me rapprochais. Des rires, des déclenchements d'appareils photo, le cliquetis de talons sur des sols polis. Tout s'est mélangé, et rien de tout cela ne m'était destiné. Je me suis approché de la foule, faisant de mon mieux pour avoir l'air détendu. Si j'avais l'air calme, peut-être que je me sentirais calme. J'ai essayé de me rappeler que le fait de me présenter comptait, même si personne n'avait prévu que je fasse partie de quoi que ce soit. Pourtant, un malaise s'est insinué, traçant une ligne le long de ma colonne vertébrale alors que je m'approchais de l'installation pour les photos de famille. Près du devant, une petite table pliante tenait une liste de photos imprimées. Chaque groupement était disposé avec soin. Parents, frères et sœurs, famille élargie, demoiselles d'honneur. Mes yeux ont balayé la liste, cherchant mon nom. Il n'y était pas. J'ai vérifié à nouveau, plus lentement cette fois. Toujours rien. Je me suis un peu rapproché d'un cousin qui se tenait à proximité. Et, ai-je demandé doucement. Sais-tu où je suis censé être pour ces photos? Il a cligné des yeux comme si la question le surprenait. Je pense qu'ils font d'abord la famille immédiate, a-t-il dit, se détournant déjà. Les mots sont tombés comme une pierre. J'ai hoché la tête même s'il ne regardait plus. Famille immédiate. Une catégorie à laquelle j'aurais dû appartenir sans question. Le photographe m'a remarqué en train de planer et m'a offert un sourire poli. Voudriez-vous vous joindre à celle-ci, a-t-il demandé, faisant un geste vers le groupe en cours d'arrangement. Avant que je ne puisse répondre, Corbin s'est avancé. Il va s'asseoir pour celle-ci, a-t-il dit d'une voix suave. On a déjà un cadre complet. On ne veut pas surcharger la photo. Le photographe a hésité, clairement incertain, mais Corbin a maintenu un sourire rassurant qui portait l'autorité. J'ai reculé de mon propre chef, ne voulant pas créer de friction. Il était plus facile de se retirer tranquillement que d'insister et de devenir le problème. En reculant, ma roue a heurté le coin d'une table décorative. Un léger bruit de verrerie a suivi. Je me suis excusé à voix basse et j'ai corrigé ma position. Il n'y avait vraiment pas de place pour moi. Pas seulement émotionnellement. Physiquement, la disposition ne tenait pas du tout compte de ma chaise. Ce n'était pas un accident. C'était un message enveloppé de praticité. Je me suis dit qu'ils avaient probablement juste négligé les détails. Mais au fond de moi, la vérité pulsait plus lourdement. Ils n'avaient pas oublié. Ils avaient arrangé les choses autour de moi, ne me laissant nulle part où me tenir ou m'asseoir. Essayant de donner de l'espace à tout le monde, j'ai visé une section près des sièges des invités. Une fois que je l'ai atteinte, j'ai réalisé que la chaise qui m'était destinée avait été placée juste à côté d'une porte de service. Le personnel passait avec des plateaux de verre et des boîtes de décoration. L'endroit ressemblait plus à un espace de rangement qu'à un siège. J'ai ralenti jusqu'à l'arrêt alors que la voix de Corbin a retenti derrière moi. Ça marche mieux. Ça te garde hors du passage. Son ton était désinvolte, comme s'il avait offert une simple faveur. J'ai gardé mon visage neutre, gardant ma réponse stockée au fond de moi. L'humiliation a une façon de s'installer tranquillement quand on y est habitué. Avant que je puisse me repositionner, une petite voix a parlé près de mon coude. Olive, la jeune fille que j'ai reconnue d'une branche de la famille, m'a regardé avec une curiosité ouverte. Pourquoi ta chaise est-elle si loin derrière? As-tu eu des ennuis? Son innocence a rendu la question plus aiguë que tout ce que les adultes avaient dit. Non, ma chérie, ai-je répondu doucement. Je suis juste assis ici un moment. Elle a hoché la tête, semblant satisfaite,
et s'est éloigné en sautillant. Son honnêteté a laissé une piqûre plus profonde que n'importe quelle insulte. Les enfants voient les choses clairement. Ils nomment juste ce que les adultes font semblant de ne pas remarquer. J'ai de nouveau ajusté ma position, m'orientant suffisamment pour ne pas bloquer le personnel qui passait par la porte. C'est là que j'ai vu Declan de l'autre côté de la pièce. Il m'a remarqué aussi. Sa main s'est à moitié levée comme s'il voulait venir, mais il a hésité. Corbin a posé une main sur son épaule, le ramenant vers le photographe. Declan a suivi sans protester. Ce moment s'est logé sous mes côtes. Il était assez proche pour l'atteindre, mais j'avais l'impression que nous étions de part et d'autre d'un mur que je n'avais pas construit. J'ai regardé de loin pendant que les photos continuaient. Les flashs vifs, les poses fières, les sourires sans effort. Il y avait un espace dans un arrangement où quiconque regardant avec un cœur ouvert placerait un frère. Mais quelqu'un d'autre y est entré sans hésiter, remplissant l'espace avant que quiconque ne sente l'absence. J'ai gardé mon expression contrôlée, mais mes doigts se sont crispés autour de la pochette de costume bleu marine sur mes genoux. Je ne pouvais pas me résoudre à la déplier. La tenir fermement était la seule chose qui me maintenait stable. Quelques minutes ont passé avant que j'entende Corbin parler à un autre invité à proximité. Il aime l'attention, a-t-il dit légèrement. Cette configuration simplifie les choses pour tout le monde. Il l'a dit calmement, comme si c'était une explication généreuse au lieu d'une coupe silencieuse. Ma poitrine s'est resserrée assez fort pour que respirer devienne une tâche. J'ai détourné le regard de la zone des photos, ne faisant pas confiance à mon visage pour rester calme. La honte s'est insinuée sous ma peau, s'installant plus profondément à chaque respiration. C'est à ce moment que j'ai réalisé qu'ils ne m'avaient pas seulement oublié. Ils avaient planifié autour de moi. Et avec cela s'installant dans ma poitrine, je me suis dirigé vers la zone cocktail plus calme, espérant que la distance m'aiderait à respirer à nouveau. Le bruit derrière moi s'est adouci à mesure que j'avançais, se transformant en un fond sonore au lieu d'un poids pesant sur mes épaules. Les gens se promenaient autour du petit bar, se saluant avec des attouchements chaleureux et des sourires familiers. Aucun de ces gestes ne m'a atteint. Quand le regard de quelqu'un a dérivé dans ma direction, il a glissé sur moi aussi rapidement. J'ai trouvé une place près d'une grande plante décorative et j'ai fait une pause, observant la pièce. Une parente que j'ai reconnue s'est approchée du bar, a jeté un coup d'œil dans ma direction et a immédiatement tourné l'épaule pour ne pas avoir à me reconnaître. Une autre a offert un sourire crispé qui n'a pas atteint ses yeux avant de s'enfoncer plus loin dans la foule. De petites choses à peine perceptibles à l'œil non averti, mais elles se sont alignées en un message clair. Pendant que je les regardais, une voix s'est élevée du groupe près du mur du fond. Quelqu'un a dit à Declan, « Ton beau-père doit être fier d'élever des fils aussi brillants. » Les mots ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. Mon souffle s'est bloqué à mi-chemin. Je me suis concentré sur cette phrase, la rejouant dans mon esprit. Des fils brillants, au pluriel, mais pas pour moi. Un souvenir que je gardais habituellement enfoui est remonté avant que je ne puisse le repousser. Je n'avais pas pensé au grenier depuis des années, et pas en détail. Mais l'image est revenue, nette, l'échelle en bois étroite, l'isolation inachevée, la légère poussière flottant dans l'air. Cet après-midi-là, Corbin avait insisté sur le fait que le travail devait être fait avant que, les garçons, ne rentrent. Ces mots exacts. Je lui avais dit que je ne me sentais pas assez stable sur l'échelle. Il avait balayé mes inquiétudes en disant, « Tu vas bien. Fais-le. » Il était descendu pour prendre un appel, me laissant en équilibre sur la plus haute marche. Je me souviens lui avoir demandé d'attendre. Il ne l'a pas fait. La chute a été rapide. Une seconde, j'attrapais une boîte. La seconde suivante, l'échelle a vacillé et tout est devenu noir avant que je ne touche le sol. Je me suis réveillé au son de voix criant mon nom et à une douleur si profonde que je ne pouvais même pas tourner la tête. À l'hôpital, j'ai entendu Corbin dire à haute voix à ma mère. Il ne regardait pas où il mettait les pieds. Il doit faire attention. Ces mots sont devenus la version des événements de la famille. Plus facile pour eux de répéter que de reconnaître qu'ils m'avaient laissé seul alors qu'ils n'auraient pas dû. Je me souviens d'être resté allongé là, incapable de bouger mes jambes, pendant qu'ils murmuraient des choses comme « il doit être plus prudent » et « il aurait dû savoir mieux ». Ce mensonge a façonné la façon dont ils m'ont traité par la suite. Une réécriture silencieuse de mon identité. Moins capable, moins fiable. Quelqu'un qui se créait des problèmes. Debout dans la zone cocktail maintenant, je pouvais sentir l'ancienne narration tourner encore autour de moi comme une ombre.
Deux clans riant avec les invités. Corbin serrant des mains, recevant des compliments comme s'il était le pilier de cette famille. Le contraste entre alors et maintenant s'est estompé. Rien n'avait changé. Pas vraiment. Je me suis avancé vers deux tantes qui bavardaient dans le coin. Leur conversation s'est arrêtée dès mon arrivée. L'une d'elles a déplacé son verre de vin et m'a fait un petit sourire raide. On parlait juste de la promotion de deux clans, a-t-elle dit gentiment. Tu ne suivrais pas tout ce truc de sécurité informatique, mon chéri. La subtile tape sur ma dignité a piqué plus que si elle l'avait dit carrément. Elles se sont retournées l'une vers l'autre, refermant le cercle. Le message était clair. Je n'étais pas censé faire partie de la conversation. Pas ce soir. Peut-être jamais. J'ai reculé un peu, leur laissant de l'espace. Pendant un instant, je me suis demandé si maman avait eu raison. Peut-être que venir était une erreur. Peut-être que rester à la maison m'aurait épargné cette avalanche de rappels. Mais une autre voix en moi s'est élevée tout aussi rapidement, plus ferme. Non, pas cette fois. J'avais passé des années à avaler des choses qui auraient dû être contestées. Des années à laisser les autres décider de ma place. J'ai senti quelque chose bouger, petit mais nouveau. Une étincelle de défi là où l'impuissance vivait habituellement. Ma main a effleuré la pochette de costume bleu marine posée sur mes genoux. Le tissu était usé dans les coins à force de le manipuler. Mon père biologique me l'avait donné pendant un de ses meilleurs mois. Je pouvais encore l'entendre dire, quand les gens te poussent hors du cadre, construis le tien. J'ai resserré ma prise autour d'elle. Ce souvenir a frappé plus profondément que la douleur juste devant moi. Il m'a ancré, m'a rappelé que je venais de quelqu'un qui croyait que je valais la peine d'être vu. Avant que je puisse me ressaisir complètement, un témoin s'est précipité dans la pièce. Alignement pour la cérémonie dans 5 minutes, a-t-il appelé. Puis il a ajouté presque après coup. Tout le monde sur scène sauf lui. Il n'a même pas jeté un coup d'œil dans ma direction en le disant. Il a juste continué d'avancer. Je suis resté immobile un moment, laissant les mots s'enfoncer dans l'espace entre mes côtes. Exclu à nouveau, non pas par accident, mais par dessein. C'est là que j'ai compris qu'il n'en avait pas encore fini avec moi. Cette prise de conscience m'est restée alors que je me tournais vers le couloir où l'alignement de la cérémonie se formait. Le bruit de la foule derrière moi s'est transformé en un bourdonnement régulier, le genre qui me rappelait une autoroute lointaine. Tout le monde semblait savoir où il devait être. Tout le monde sauf moi. J'ai avancé, en me tenant à droite pour ne bloquer personne. Des membres du cortège nuptial sont passés en hâte avec des bouquets, des housses à vêtements ou des trousses de maquillage. Personne ne s'est arrêté pour me demander si j'avais besoin d'indications, pas même un regard. La pression dans ma poitrine a augmenté, vive et serrée. Je devais être inclus dans les sièges de la famille, au moins. Je ne pouvais pas me défaire de cette pensée. Elle tournait dans mon esprit comme un battement de cœur nerveux. En suivant le couloir, je suis passé devant une table empilée de petites enceintes et de câbles. Un technicien se tenait derrière un écran, prévisualisant le diaporama qui serait diffusé avant la cérémonie. Le mouvement sur le moniteur a attiré mon attention. Des photos d'enfance défilaient sur l'écran. Deux clans en uniforme de baseball. Moi à côté de lui avec une canne à pêche. Maman souriant derrière nous, notre famille avant que tout ne change. Mais quelque chose n'allait pas. Le changement était subtil au début, comme attraper une fausse note dans une chanson familière. Puis je l'ai remarqué clairement. Dans 3 des photos de groupe, ma place était remplacée par plus de décors de fond. Pas de flou, pas de découpe maladroite, propre, intentionnelle. Mon souffle s'est bloqué. Je me suis penché plus près, ma voix à peine plus qu'un murmure. Vous m'avez effacé. Le technicien n'a pas levé les yeux. La mariée a demandé de la cohérence. Famille immédiate uniquement. Ces mots ont atterri avec un poids écœurant. Famille immédiate uniquement. L'idée que mon absence rendait les choses plus présentables a piqué plus profondément que je ne l'attendais. Une autre image est apparue, une photo de moi et de Clan tenant un poisson 2 fois plus grand que nos bras. Nous avions 8 et 10 ans. Notre père avait pris cette photo lors d'un voyage de camping. Le bras de Clans était autour de mon épaule. Sur l'écran, son bras reposait sur du vide. Je me suis reculé du moniteur, sentant le couloir basculer légèrement. J'ai agrippé mes roues jusqu'à ce que mes paumes me fassent mal, me stabilisant tandis que le technicien cliquait sur d'autres images qui ne me contenaient plus.
Je me suis forcé à continuer d'avancer dans le couloir. J'avais besoin d'entendre quelque chose de réel de la part de ma mère, n'importe quoi qui donnerait un sens à cela. Je l'ai trouvée près d'un miroir en pied, appliquant du rouge à lèvres avec des gestes lents et réguliers. Elle ne m'a pas regardé quand je me suis approché. « Pourquoi ne suis-je pas sur les photos ?» ai-je demandé. Elle a fait une pause juste assez longue pour presser ses lèvres ensemble, lissant la couleur. « Évandé, aujourd'hui, il ne s'agit pas de toi. Ne commence pas quelque chose. S'il te plaît. » Son ton était doux, mais chaque syllabe me rejetait comme une corvée qu'elle ne voulait pas finir. J'ai attendu plus, espérant qu'elle ajouterait quelque chose de plus gentil. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est éloignée, laissant l'odeur de son parfum flotter là où elle s'était tenue. Quelques pas plus loin dans le couloir se trouvait un grand plan de table imprimé pour les premiers bancs. J'ai rapidement parcouru les noms, ma mère, Declan, Corbin, des membres de la famille de la mariée. Mais là où mon nom aurait dû être, il n'y avait qu'une boucle décorative de feuilles d'or, un espace réservé qui n'était pas destiné à une personne. Juste une fioriture vide. Un cousin est passé, ralentissant en me remarquant en train de regarder le plan. « Ils ont dit que c'était plus simple comme ça », a-t-il murmuré, les yeux fuyant vers le sol. Il a continué d'avancer avant que je puisse répondre. Plus simple. Ce seul mot a coupé plus que n'importe quelle insulte. Devant moi, la voix de Corbin s'est élevée au-dessus du bruit du couloir. Prenons la photo de la famille Holt maintenant. Juste la famille immédiate. Mara, Declan, moi. J'ai arrêté. Maman a pris sa place à côté de lui. Declan les a rejoints, ajustant sa veste comme si tout était complètement normal. Le photographe a regardé autour de lui. Est-ce que tout le monde est là? Oui, a dit Corbin. Tout ce qui compte. Les mots m'ont frappé de plein fouet. J'ai senti quelque chose en moi changer. Pas s'effondrer, mais se tendre, se briser, puis devenir plus aiguisé. J'ai reculé de quelques pieds, assez loin pour que personne ne remarque si je restais silencieux. J'avais besoin d'espace. Des questions se sont précipitées dans ma tête. Combien de plus pouvait-il prendre? Que avait-il d'autre prévu de m'enlever? J'ai instinctivement tendu la main vers la pochette de costume posée sur mes genoux. Le petit carré de tissu bleu marine s'est réchauffé sous mes doigts. La voix de mon père a résonné d'un endroit que je visitais rarement. La dignité n'est pas quelque chose que les gens donnent. C'est quelque chose que les gens essaient de prendre. Vous ne prendrez pas le dernier morceau de moi, ai-je chuchoté, à peine audible. Un placeur s'est précipité dans le couloir, criant des instructions. Tout le monde à sa place. La famille du marié à gauche. Il m'a jeté un coup d'œil et a hésité. Votre siège est au bout de l'allée. Celui près de l'entrée de service. Pendant un instant, je ne pouvais que le regarder. Aucun mot ne sortait. C'est à ce moment que j'ai réalisé qu'ils avaient planifié mon humiliation jusqu'à la chaise sur laquelle je m'assiérais. Cette pensée m'est restée alors que je me tournais vers la salle de cérémonie, suivant le geste du placeur, même si chaque instinct me disait de ne pas le faire. Le couloir s'est élargi pour donner sur l'entrée principale où une musique douce jouait et où les invités commençaient à s'installer. La pièce avait l'air magnifique, chaleureuse, accueillante, mais le chemin qu'ils avaient tracé pour moi menait ailleurs. Je me suis déplacé le long de l'allée gauche, suivant l'espace étroit que le placeur avait indiqué. Quand j'ai atteint l'endroit qui m'était destiné, je me suis arrêté. Ce n'était pas du tout un siège. C'était un minuscule espace à côté de la porte de service où le personnel n'arrêtait pas d'entrer et de sortir, transportant des plateaux, des chaises pliantes et des chariots empilés de verreries. La porte s'ouvrait toutes les quelques instants, laissant échapper des éclats de vaisselle et des voix pressées. Ce n'est pas un accident, ai-je chuchoté. C'est sorti plus stable que je ne l'attendais. L'angle où il m'avait placé ne faisait même pas face à la cérémonie. Tous les autres pouvaient regarder vers l'avant, vers les fleurs, les bougies et l'éclairage doux. Ma vue était un bout de mur et le dos de gens qui ne savaient pas que j'existais. C'était peut-être le but. Me garder hors de vue. Me garder silencieux. Une petite voix a brisé la tension autour de moi. Pourquoi es-tu assis ici derrière? Je me suis tourné pour voir Olive, la petite fille qui était passée devant moi plus tôt. Elle portait un petit bracelet fait de minuscules fleurs, le genre que les enfants adorent parce que ça les fait se sentir grands. Elle m'a regardé avec une curiosité claire. As-tu eu des ennuis? J'ai forcé un sourire. Non, ma chérie.
Non. Elle a froncé les sourcils, confuse. Mais ils ont mis toutes les personnes importantes devant. Je n'ai pas répondu tout de suite. Cette honnêteté a frappé plus fort que tout ce que les adultes avaient dit de toute la journée. Parfois, les adultes oublient des choses, lui ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête comme le font les enfants quand ils ne comprennent pas tout à fait, mais vous font assez confiance pour accepter votre explication. Une femme a appelé son nom, et elle s'est dépêchée de partir, me laissant dans un silence qui a soudainement semblé plus fort. Je me suis redressé, essayant de préserver la dignité que je portais encore. J'ai pris la pochette de costume bleu marine de mes genoux et je l'ai lissée avec mon pouce. Tiens bon jusqu'à la cérémonie, ai-je murmuré. Mais mon souffle ne voulait pas se calmer, mon pouls était serré, ma poitrine trop petite pour mes poumons. Les invités ont commencé à se lever alors que la musique changeait. Le cortège a commencé. J'ai vu Declan apparaître au bout de l'allée, se déplaçant avec cette confiance posée qu'il avait toujours eue. Pendant un instant, il a tourné la tête vers l'endroit où j'étais assis. Ses yeux se sont un peu agrandis, comme s'il ne s'attendait pas à me voir dans ce coin. Avant qu'il ne puisse changer de direction, Corbin a posé une main ferme sur son dos, le guidant vers l'avant. Declan n'a pas résisté. Il s'est laissé diriger. Un membre du personnel transportant une pile d'assiettes a heurté le côté de ma chaise. La secousse m'a ébranlé. « Désolé, mec », a-t-il dit rapidement. Il a eu du mal à se faufiler. Il n'aurait pas dû vous asseoir ici. J'ai hoché la tête. Je savais, tout le monde savait, mais seul lui l'a dit à voix haute. J'ai essayé de me recentrer, agrippant la coudoir et respirant lentement. Puis j'ai senti quelqu'un s'approcher derrière moi. Le changement dans l'air m'a dit qui c'était avant même qu'il ne parle. Corbin s'est penché, sa voix basse et aiguë. Ne commence pas à avoir l'air pitoyable maintenant. Declan n'a pas besoin de ton drame. J'ai légèrement tourné la tête. Je ne cause rien. Il a resserré sa main sur la poignée du fauteuil roulant, puis s'est arrêté, attirant les regards. Je n'ai pas eu le temps de répondre. D'un mouvement soudain et violent, il a poussé le fauteuil en avant. Le monde a basculé. Mon corps a été projeté hors du siège et le sol m'a heurté durement sur le côté. Des halètements ont parcouru la pièce. La musique a faibli un instant. Mes paumes ont raclé le carrelage alors que j'essayais de me stabiliser, une douleur fulgurante parcourant mon dos. La voix de Corbin a retenti au-dessus de moi, assez fort pour que chaque invité l'entende. Arrête de faire semblant pour attirer l'attention. Lève-toi. Quelques personnes ont laissé échapper des rires gênés, ne sachant pas comment réagir. Le son m'a transpercé. Depuis le premier rang, ma mère ne s'est même pas levée. Elle a simplement secoué la tête et a dit « Tu aurais dû rester à la maison ». Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Mon souffle venait par à-coups et la pièce s'est brouillée sur les bords. J'ai pressé ma main contre le sol, essayant de me relever, mais mon corps a refusé de coopérer. La honte dans l'air était assez épaisse pour m'étouffer. Puis, au-dessus du bruit, des pas se sont approchés, lents, réguliers, déterminés. Quelqu'un s'est arrêté derrière moi. Une voix chaude et calme s'est raclée la gorge, et c'est là que j'ai réalisé que mon médecin avait été témoin de chaque seconde. Cette pensée m'a stabilisé un instant, même alors que mes paumes appuyaient contre le sol froid, et que la salle de mariage tournait de chuchotements. La musique s'était tue, ne laissant que le murmure des invités surpris et le bruit d'un plat que quelqu'un a laissé tomber à l'arrière. J'ai légèrement levé la tête, grimaçant. Debout derrière moi se trouvait le docteur Rowan Hay, mon spécialiste en rééducation, l'homme qui avait vu chaque étape de ma guérison et chaque revers depuis l'accident. Son expression n'a pas vacillé. Ses yeux étaient vifs, évaluant la pièce puis se posant sur moi avec une sorte d'inquiétude concentrée que je n'avais pas ressentie de la part de ma famille depuis des années. Les gens à proximité ne savaient pas s'il fallait continuer à regarder ou faire semblant de n'avoir rien vu. Certains se sont cachés derrière des sourires crispés. Certains ont détourné le regard. Quelques-uns ont échangé des regards qui demandaient silencieusement, était-ce censé se produire? La honte m'a de nouveau brûlé, mais cette fois, elle s'est mêlée à autre chose. Le soulagement que quelqu'un qui comptait l'ait enfin vu. Rowan s'est agenouillé à côté de moi, sa voix égale et ferme. N'essaie pas de bouger pour l'instant. Dis-moi où ça fait mal. Corbin a laissé échapper un ricanement dédaigneux derrière lui. Il va bien. Il fait ce genre de cinéma tout le temps. Rowan n'a pas réagi à lui. Il a gardé son attention sur moi,
appuyant légèrement le long de mon épaule et de mes côtes. As-tu senti quelque chose craquer? Une quelconque engourdissement? J'ai dégluti, gardant ma voix stable. Le bas du dos. Donne-moi juste une seconde. Il a hoché la tête une fois, puis s'est relevé de toute sa hauteur. La pièce a changé avec lui. C'était subtil, mais les invités se sont penchés plus près, le regardant. Sa confiance a traversé l'incertitude comme une lame. C'est alors que le retournement de situation a commencé. Rowan a fait face à la foule et a parlé clairement, assez fort pour atteindre les derniers rangs. Evander a une blessure à la colonne vertébrale documentée. Toute agression physique envers lui peut causer des dommages nerveux permanents. Les mots sont tombés dans la pièce comme des pierres. Quelqu'un a halté. Quelqu'un d'autre a marmonné, je ne savais pas. Mara a croisé les bras, la mâchoire crispée. Corbin a levé les yeux au ciel dans un arc dramatique comme si Rowan jouait une comédie au lieu d'annoncer un fait médical. Corbin a fait un pas en avant, essayant de reprendre le contrôle. Écoutez, ce n'est pas votre clinique. Il est dramatique. Il a utilisé ce fauteuil pour nous culpabiliser pendant des années. L'entendre répéter ce mensonge, le même qu'il utilisait depuis l'accident, a touché un endroit en moi que je ne réalisais pas être encore sensible. Mais Rowan n'a pas bronché. Au lieu de cela, il a fouillé dans la poche intérieure de son manteau et en a sorti un document plié, mon résumé d'IRM du mois dernier. Il l'a brandi pour que Corbin et Mara puissent voir chaque ligne surlignée. C'est ça qui est réel, a-t-il dit, son ton bas et précis. C'est ce qui arrive quand on arrête de faire semblant que son fils n'est pas blessé. Un murmure a parcouru les rangs. Les gens se sont agités inconfortablement sur leurs chaises. Quelqu'un a chuchoté, « Mon Dieu !» Declan s'est alors approché, toujours dans son costume de marié, l'air conflictuel et petit. Il a passé une main sur son visage. « S'il vous plaît, » a-t-il dit doucement. « Ne pouvons-nous pas faire ça ? Pas aujourd'hui. » Rowan s'est tourné vers lui. « Votre beau-père a poussé un homme handicapé au sol. Le mariage est déjà perturbé. La seule question est de savoir si nous reconnaissons ce qui s'est passé. » Les yeux de Declan se sont détournés. « Je n'ai pas vu. »« Vous n'avez pas voulu voir » a répondu Rowan. Declan a reculé comme s'il avait été frappé. Puis le deuxième retournement de situation est arrivé. Une femme au deuxième rang s'est levée de son siège. « J'ai tout enregistré » a-t-elle dit en brandissant son téléphone. Sa voix était stable, non conflictuelle. Juste honnête. Pour la première fois de la journée, la confiance de Corbin s'est fissurée, son expression s'est raidie, ses yeux se sont plissés sur elle. « Vous devez supprimer ça maintenant. »« Non » a-t-elle répondu fermement. Il a été poussé. Je l'ai vu arriver. La pièce a changé. Les invités ont orienté leur corps loin de Corbin comme si quelque chose en lui était devenu trop volatile pour rester à proximité. Corbin a explosé. Vous pensez tous le connaître. Il ment. Il a toujours menti. Il aime être brisé. Il aime l'attention. Sa voix a ricoché sur les murs. Trop forte, trop déséquilibrée. Les gens ont grimacé. Même Mara l'a regardé avec malaise. Toujours par terre, j'ai regardé le masque de Corbin glisser petit à petit. J'ai regardé l'homme qui avait façonné une grande partie de ma douleur se défaire devant tout le monde. Et au lieu de me recroqueviller comme je le faisais habituellement, quelque chose en moi a changé. Une colère stable et silencieuse s'est formée, plus claire que toute la peur que j'avais ressentie de toute la journée. J'ai pensé, si je reste silencieux maintenant, ça ne s'arrêtera jamais. La pensée s'est installée dans ma poitrine avec une stabilité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Rowan est resté à côté de moi alors que j'appuyais mes paumes contre le sol, prenant une inspiration pour me ressaisir avant de me relever. Mes muscles ont tremblé, mais pas de peur, plutôt comme si quelque chose en moi s'était enfin libéré. Avec le soutien de Rowan, je me suis doucement réinstallé dans mon fauteuil et je me suis assis bien droit. La salle était devenue si silencieuse que chaque bruissement de tissu, chaque déclic d'appareil photo semblait amplifié. J'ai verrouillé mes roues et j'ai relevé le menton. « Corbin » ai-je dit, projetant ma voix à travers la pièce. « Tu m'as poussé devant tout le monde. Tu ne peux pas t'en sortir en parlant. » Les gens se sont tournés vers moi comme si j'avais tiré le rideau, les têtes inclinées. Quelques invités se sont même penchés en avant, attendant la suite. Corbin s'est lentement approché de moi,
comme s'il approchait d'un problème qu'il avait résolu 100 fois auparavant. Sa mâchoire s'est crispée. « Tu veux faire une scène ? Très bien. Disons-leur la vérité. Tu exploites ce fauteuil pour la sympathie. Tu l'as toujours fait. » Les mots ont encore frappé fort, mais pas de la même manière qu'auparavant. Ils n'ont rien fait sortir de moi cette fois. Ils ont rebondi sur quelque chose de plus fort. Rowan s'est redressé à côté de moi, sa voix. Pour mémoire, a-t-il dit à la salle, la blessure des Vendée n'est pas psychologique. Elle n'est pas exagérée. Elle est structurelle, mesurable et bien documentée. Il a une stabilité lombaire réduite et une compression nerveuse, aggravée par tout impact soudain. Une vague de chuchotements a parcouru la foule. Quelques téléphones se sont levés discrètement. La posture de Corbin a vacillé. Il se tenait toujours droit, mais ses épaules n'avaient pas l'air aussi carrées. Je me suis redressé, les doigts effleurant les jambes des roues. Ma voix est tombée dans quelque chose de plus calme. Maman. La tête de Mara a légèrement tressailli. Elle avait évité de me regarder depuis le moment où j'ai touché le sol. Tu as dit aux gens que j'exagère, ai-je dit. Tu as dit à Declan que je fais ça pour attirer l'attention. Le crois-tu vraiment ? Son regard s'est posé sur son reflet dans un cadre décoratif avant de répondre. J'ai un mariage à protéger. Tes problèmes peuvent attendre. Cette phrase a frappé plus fort que tout ce que Corbin avait jamais jeté. Non pas parce qu'elle était nouvelle, mais parce qu'elle l'a dite sans même me regarder. Comme si j'étais un inconvénient qu'elle devait déplacer hors du cadre. Les invités ont secoué la tête. Un faible murmure de désapprobation s'est répandu dans les roses. Declan avait l'air d'avoir avalé quelque chose de pointu. Sa fiancée lui a doucement touché le bras, comme pour le ramener à la terre. Avant que je puisse répondre, une autre voix a traversé la pièce. Je dois dire quelque chose. Un homme en veste beige est sorti du dernier rang. Je l'ai vaguement reconnu, un des anciens collègues de Corbin, quelqu'un que j'avais vu quelques fois lors de barbecues d'entreprise. Il s'est dirigé vers nous d'un pas ferme, les yeux fixés sur mon beau-père. Je l'ai déjà vu faire ça, a dit l'homme. Intimider quelqu'un de plus faible pour se sentir plus grand. La pièce a éclaté en chuchotements vifs. Corbin s'est figé en plein souffle. Asseyez-vous, a aboyé Corbin. Vous ne savez rien de cette famille. Restez en dehors de ça. Mais sa voix s'est brisée, et cette fissure était assez forte pour que tout le monde l'entende. Des téléphones se sont levés, les invités ont tapé instinctivement. La fiancée de Declan avait l'air de venir de réaliser qu'elle s'était mariée dans une tempête. Pour moi, quelque chose s'est calmé. Ce n'était pas le chaos. Ce n'était pas l'effondrement. C'était la clarté. J'ai enfin compris. Il ne s'était jamais agi de ma blessure. Il s'agissait de leur refus de reconnaître la blessure. Car s'ils la reconnaissaient, ils devraient admettre leur part de responsabilité. J'ai inspiré, laissant le poids du moment me porter à mes prochains mots. Quand j'ai parlé, ma voix n'a pas tremblé. J'ai passé toute ma vie à essayer de ne pas contrarier des gens qui ne se sont jamais souciés de me blesser. Le silence qui a suivi n'était pas seulement silencieux. C'était un changement, comme si l'énergie dans la pièce s'était inclinée vers moi au lieu de s'en éloigner. Rowan a légèrement tourné la tête et a croisé mon regard. Il a fait un petit signe de tête. Ce n'était pas un encouragement. Ce n'était pas de la pitié. C'était une permission. Une permission que je ne réalisais même pas que j'attendais. Pour la première fois, j'ai senti la balance pencher. Je n'étais pas plus petit que le moment. Je n'étais pas poussé hors du cadre. Je prenais ma place dedans. Et je savais exactement ce que je devais dire ensuite. Et c'est là que j'ai révélé la seule vérité que ma famille ne s'attendait jamais à ce que je dise. Au moment où les mots ont quitté ma bouche, l'air a changé. Les gens se sont penchés. Les téléphones se sont levés un peu plus haut. Même la musique qui venait faiblement des haut-parleurs a semblé s'estomper. Je pouvais sentir chaque battement de cœur dans la pièce s'aligner sur le mien. J'ai stabilisé ma respiration, j'ai laissé le silence s'installer, puis j'ai dit clairement, vous n'arrêtez pas de me traiter de menteur. Très bien, mon médecin est là. Demandez-lui ce qu'il m'a dit le mois dernier. Un murmure a parcouru le hall. J'ai vu Mara se figer, sa main planant près de son collier. Corbin a plissé les yeux comme s'il essayait de calculer où j'allais avec ça. Declan a fait un demi-pas de plus, son visage pâle, ne sachant pas de quel côté se ranger.
Rowan s'est avancé, son expression tendue. Il a pris une inspiration mesurée avant de parler. Si Evander subit une autre chute avec la force que je viens de voir, il pourrait perdre de façon permanente la capacité de marcher complètement. Un halètement collectif a balayé la pièce comme une rafale de vent. Les chaises ont grincé alors que les gens se déplaçaient. Quelqu'un a chuchoté « Oh mon Dieu !» Corbin a immédiatement ricané, secouant la tête. Tactique de peur. Il essaie juste de susciter l'émotion. Rowan n'a pas scié. Fait médical. Cela a fait taire les chuchotements. Quelques invités ont regardé Corbin comme s'ils le voyaient pour la première fois. J'ai fouillé dans la poche latérale de ma chaise et j'ai sorti une enveloppe. Ma main a tremblé, non pas de peur. Cette fois, c'était de la colère, contrôlée, concentrée. Ceci, ai-je dit en la brandissant, est le rapport de progression de la kinésithérapie que vous avez tous ignoré. Puis j'ai levé un deuxième document, les bords usés d'avoir été manipulés tant de fois. Et ceci est le brouillon du rapport de police que j'ai déposé, mais que je n'ai jamais soumis. Les visages ont changé instantanément. Quelques mâchoires sont tombées. J'ai entendu quelqu'un marmonner « Oh mon Dieu !» Les yeux de Corbin se sont écarquillés. Il s'est jeté en avant plus vite que prévu, arrachant l'enveloppe de ma main. Avant que quiconque puisse réagir, il l'a déchirée en deux. Le son a déchiré le hall comme un éclair. « Tu penses que des papiers changent quoi que ce soit ?» a-t-il lancé. Les invités ont de nouveau halté, cette fois plus fort. Les téléphones se sont envolés. Mara a grippé son bras, sa voix vive mais feutrée. Arrête. Il filme. Arrête maintenant. Mais il n'a pas arrêté. Sa respiration était sauvage, les épaules levées, le visage marbré de rouge. Je l'avais vu en colère de nombreuses fois, mais jamais acculé. C'est alors que Declan a finalement bougé. Il s'est interposé, les mains levées. « Papa, arrête. Arrête. » Il a utilisé le mot « papa » par habitude, mais même lui a semblé surpris. Sa voix s'est brisée alors qu'il se tournait vers moi. « EV, j'aurais dû te protéger. » Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas sûr de quoi dire, car pour la première fois de la journée, quelqu'un de ma famille avait réellement fait un pas dans ma direction. Juste à ce moment-là, Rowan s'est avancé avec un calme si vif qu'il ressemblait à une lame. Il a redressé les épaules, a fait face à toute la pièce, et a dit 5 mots qui ont tout terminé. J'appelle les services de protection des adultes. Silence. Silence absolu. C'était comme si tout le mariage s'était figé en plein souffle. Le visage de Mara s'est vidé de sa couleur comme si on avait tiré un bouchon. L'expression de Corbin s'est tordue, puis s'est fissurée. Les invités se sont éloignés de lui. Quelques-uns ont chuchoté, est-ce que c'est de la maltraitance, ils l'ont poussé, il est handicapé. Corbin a essayé de reprendre le contrôle, mais le pouvoir qu'il avait porté dans cette salle avait disparu. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-il crié. Vous ne connaissez pas cette famille. Mais plus il criait, plus il avait l'air petit. Deux invités se sont instinctivement interposés entre lui et Rowan. Quelqu'un près de l'allée a dit, monsieur, calmez-vous. Les gens ont vu ce qui s'est passé. Un autre invité a ajouté, c'est une agression. C'est clair comme le jour. Corbin s'est tourné vers les voix, mais ce n'était plus de la force. C'était de la panique. Pour la première fois, je ne me sentais pas plus petit que lui. Loin de là. J'ai ajusté ma posture, j'ai placé ma main sur la poche où se trouvaient les documents déchirés, et j'ai regardé autour de la salle. Tous les visages étaient tournés vers moi, non pas avec pitié, non pas avec malaise, mais avec reconnaissance. Je ne suis pas venu ici pour gâcher un mariage, ai-je dit, ma voix stable. Je suis venu pour voir mon frère se marier. Et vous, j'ai regardé droit Corbin, puis Mara, avait fait un spectacle de mon existence. Plusieurs invités ont hoché la tête. Quelques-uns ont essuyé leurs yeux. Une femme a chuchoté, il mérite mieux. J'ai laissé le moment s'installer. J'ai laissé la vérité atterrir là où elle devait. Puis, faiblement, à travers les hautes fenêtres de devant, j'ai vu des lumières bleues et rouges se refléter sur la vitre. Quelqu'un avait déjà appelé la police. La moitié de la pièce s'est tournée vers la lueur, chuchotant. Je ne l'ai pas fait. J'ai fermé les yeux, laissant enfin le poids se lever de ma poitrine. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de ce qui allait suivre. Et ce qui a suivi a tout changé pour nous tous.
Ces lumières clignotantes à l'extérieur de la salle n'étaient que le début. Les officiers ont franchi l'embrasure de la porte d'un pas ferme, et la foule leur a instinctivement fait de la place. La musique, que quelqu'un avait essayé de redémarrer par panique, s'est de nouveau tue. On pouvait sentir tout le bâtiment passer du chaos à un étrange silence lourd. Je suis resté là où j'étais, toujours près du sol, m'appuyant légèrement contre ma chaise jusqu'à ce que Rowan m'aide à me réinstaller dedans. Ma respiration s'est stabilisée, bien que ma poitrine soit toujours serrée. Je n'étais plus secoué, juste fatigué. Profondément fatigué, du genre qui vient après des années à tout retenir. Les officiers se sont d'abord approchés de Corbin. Il a essayé de se tenir droit, mais sa voix s'est brisée quand il a dit « Il y a eu un malentendu ». Puis il a remarqué la moitié de la pièce tenant leur téléphone en l'air. Ces mots se sont taris. Un officier lui a demandé de s'écarter, et il l'a fait, mais pas avec grâce. Il a aboyé quelque chose à Mara, mais un officier les a doucement séparés, la guidant vers un autre coin. J'ai regardé tout cela se dérouler sans aucun sentiment de triomphe ou de vengeance, seulement un calme silencieux et lourd, comme un chapitre qui se termine, que je sois prêt ou non. Declan s'est approché de moi lentement. Sa cravate pendait, son visage était marbré de stress. Il ressemblait à un homme qui avait été frappé de 3 directions à la fois. « EV » a-t-il dit doucement. « J'aurais dû te défendre il y a des années. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne savais pas si je voulais le réconforter ou le laisser sentir le poids de ce qu'il avait ignoré. Il s'est frotté la nuque, la voix se brisant. Je l'ai laissé décider quel genre de frère j'étais. Je n'aurais pas dû. J'ai hoché la tête. Un petit geste, pas de pardon, juste une reconnaissance. Un point de départ peut-être, ou un point final. Mara est venue ensuite. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui marche dans l'eau. Ses yeux étaient vitreux, mais son expression n'était pas celle du remords. C'était de la confusion, de la peur et de la fierté, tout noué ensemble. Je ne savais pas que c'était si grave, a-t-elle chuchoté. J'ai tenu son regard. Tu ne voulais pas savoir. Elle a reculé comme si les mots étaient une poussée physique. Pas d'argument, pas d'excuse. Elle a juste cligné des yeux, la bouche légèrement ouverte, puis a détourné le regard. Il n'y avait plus rien à dire entre nous. Rowan s'est de nouveau accroupi à côté de moi. Plus calme maintenant. Tu as fait quelque chose ce soir pour lequel tu n'étais pas prêt, a-t-il dit. Son ton n'était pas réprobateur. C'était le genre de voix que les gens utilisent quand ils vous voient enfin comme plus qu'un patient, quelqu'un qui essaie de survivre à quelque chose de plus grand qu'un diagnostic. J'ai hoché la tête, laissant la vérité s'installer. Il ne s'agissait pas de les exposer, a-t-il poursuivi. Il s'agissait de te défendre. J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine, un nœud qui était là depuis si longtemps que je le remarquais à peine. Un des officiers s'est approché de nous, donnant une rapide mise à jour. « Monsieur Holt, nous allons détenir votre beau-père pour la nuit. Il y aura une enquête. Vous voudrez peut-être finaliser ce rapport que vous avez rédigé. » Je n'ai pas donné de réponse. Il ne s'agissait pas de punir Corbin. Plus maintenant. Il s'agissait de choisir quelque chose pour moi-même pour la première fois. Je me suis tourné vers ma famille, ma mère, mon frère, et j'ai dit doucement, je prends du recul. J'ai besoin d'espace. De vrai espace. Mara a inspiré brusquement, prête à protester, mais Declan a tendu la main et a touché son bras. Il a secoué la tête. Pour une fois, elle est restée silencieuse. Je n'ai pas fait de sortie dramatique. Pas de discours. J'ai simplement tourné ma chaise vers le côté éloigné de la salle et je me suis déplacé lentement, délibérément. Chaque poussée des roues ressemblait à l'arrachement de quelque chose de mon corps qui y était collé depuis trop longtemps. La porte latérale de la salle s'est ouverte facilement, et l'air du soir s'est engouffré. Frais, doux, honnête. J'ai roulé dehors et j'ai laissé les sons s'estomper derrière moi. Les officiers qui parlaient, les chuchotements, le remue-ménage nerveux des chaises. La nuit semblait plus vaste que tout ce qui se trouvait à l'intérieur de cette pièce. J'ai pris une longue inspiration, du genre qui tremble en sortant, non pas de tristesse, mais plutôt comme si on dégageait la fumée d'une pièce dans laquelle on a vécu trop longtemps. Puis j'ai remarqué la pochette de costume bleu marine posée sur mes genoux. Celle que j'avais gardée droite plus tôt pour avoir l'air présentable. Elle était maintenant froissée, un peu poussiéreuse, mais elle semblait plus légère qu'avant. Je l'ai lissée avec ma paume,
réalisant qu'elle ne représentait plus qui j'essayais d'impressionner. Elle représentait qui je voulais protéger, moi-même. Rowan est sorti. Après une minute ou deux, il s'est appuyé contre le mur à côté de moi, les mains dans les poches de son manteau. « Tu as faim ?» a-t-il demandé. J'ai laissé échapper un souffle qui s'est presque transformé en rire. « Affamé ?» ai-je dit. Nous avons commencé à nous diriger ensemble vers le parking, les lampadaires projetant une douce lueur sur le trottoir. Je ne savais pas à quoi ressemblerait demain. Je ne savais pas ce que l'enquête apporterait. Je ne savais pas si ma famille serait un jour de nouveau entière, ou si c'était même quelque chose que je voulais. Mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de choisir un chemin qui n'était pas construit autour de leur confort. Je choisissais pour